De Radio Horizon, bonsoir. Voici les titres du journal. La première session ordinaire du Conseil municipal de Thiéviers a été ouverte aujourd'hui. Ce 30 mars, la communauté internationale célèbre la journée des troubles bipolaires. Le gouvernement togolais assure la retraite des travailleurs à travers l'Institut national d'assurance maladie. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici le développement des titres. Le traitement antirétroviral reste à ce jour le seul traitement pour soulager les personnes vivant avec le VIH-Sida. L'ONG Aide et Initiative pour le développement sanitaire et social au Togo affirme avoir le stock nécessaire pour satisfaire ses patients. Agbodji Clément, directeur exécutif de l'ONG AIDSS. Chez nous, cette année 2015, Dieu merci, nous sommes devenus un centre de référence dans la région où nous avons la dispensation. L'État a mis chez nous, dans notre pharmacie, disponible à tout moment, des antirétroviraux de tout genre. Donc, on a de la première ligne à la dernière ligne. Et il suffit de se présenter dans les conditions légales, c'est-à-dire avoir son numéro unique et avoir son carnet. Même si tu n'es pas de notre centre, on peut te servir. Tu peux être de passage de Dapon à Lomé. En cours de route, si tu es en rupture de médicaments, tu peux venir dans le centre. Il n'y a pas eu de rupture de médicaments au cours de l'année 2015. C'est les ruptures en réactif pour tester le sang pour l'examen que nous appelons le CD4. Donc, en temps, il y a eu rupture de réactif pour le CD4. Donc, on est rentré dans une période de balbutiement, mais pendant 2, 3, quelques semaines seulement. Cette situation a été rapidement corrigée et actuellement, les CD4 sont disponibles à tout moment et c'est à l'hôpital seul que ça se fait. Il n'y a pas un CD4 qui se fait dans un laboratoire dans la ville de Thiéviers. Il faut toujours se référer au CHR. Donc, on a suffisamment de médicaments. Toutes les molécules sont là. Il suffit de présenter son carnet ou bien il suffit d'être dans le cas. On te sert quand même. Comme tout médicament, les antirétroviraux présentent des effets secondaires. Ces derniers peuvent être maîtrisés si le patient informe rapidement son médecin traitant de son état de santé. Pour les antirétroviraux, il y a des effets secondaires énormes, parfois difficiles à supporter. Et si tel est le cas, le médecin habilement va chercher à vous changer de molécule. Néanmoins, il y a des effets secondaires qu'on peut maîtriser entre nous. Et quand ces effets arrivent à survenir, il faut que le patient se déclare que j'ai tel effet secondaire et on va utiliser d'autres médicaments pour corriger ces effets. Mais disons que ces effets sont pour la plupart des effets mineurs. Ces effets ne peuvent pas nous conduire nécessairement à arrêter le traitement parce que vous arrêtez le traitement. C'est comme si vous demandez à la personne de prendre le chemin de l'abattoir en même temps. Donc on trouve toujours des moyens pour corriger, pour revenir, corriger certains tirs ou voir si réellement le patient est observant et de quelle manière il est en train de prendre le médicament. Il y en a qui ne supportent pas trop la consommation des sucreries avec les antirétroviraux. Donc il faut tout faire pour enquêter sur ce coup-là, pour voir quels sont les aliments ou bien comment est-ce que la personne vit depuis sa maison et pour corriger un certain nombre de comportements alimentaires. Et l'expérience a montré que quand tout ceci est vérifiable et vérifié, les effets secondaires peuvent rentrer tranquillement dans la douceur et ça peut corriger beaucoup de choses à la fin. À la longue, certains patients peuvent devenir colériques et d'autres obèses. À la longue, il y en a qui ont des problèmes d'obésité et quand il y a obésité à la prise de médicaments, le médecin qui vous voit tous les jours doit savoir vous corriger un peu votre régime alimentaire, puis commencer par éliminer un peu la consommation des graisses, des huiles de table et savoir comment équilibrer un peu sa ration alimentaire. Pourquoi pas, on ne peut pas vous demander de faire un peu de sport, un peu de jogging, de quoi éviter la sédentarité, et vous créer un peu de mobilité, etc., pour corriger un certain nombre de petits trucs. Moi, je les appelle les petits trucs qui sont faciles à maîtriser. Pour Agbodji Clément, les antirétroviraux ne sont pas des médicaments disponibles dans les coins de rue. En ce sens, il est rare qu'ils fassent objet d'automédication. En matière de ARV, je ne crois pas qu'il y aura automédication parce que les ARV ne sont pas disponibles nulle part si ce n'est pas l'État
qui a le monopole sur sa distribution. C'est pour ça que quand on voit des gens en train de se livrer à ces petits jeux, il faut leur dire que attention, on peut vous arrêter parce que les antirétroviraux ne se donnent pas comme on donne de l'aspirine à quelqu'un. Si tu n'as pas un numéro unique pour toi et toi seul, tu n'as pas ton médicament, tu n'as pas ta dotation. C'est pourquoi quand les patients nous arrivent, on leur fait le dossier, même si ce n'est pas encore sorti au niveau étatique, on leur demande de prendre du temps parce que à notre niveau aussi, ce n'est pas permis de donner les antirétroviraux à n'importe qui. Mais on sait qu'ailleurs, il y a de mauvaises pratiques qui se font. Il y en a qui se font déclarer et ils suivent quand même toutes les procédures, ils ont les médicaments et arriver à la maison, comme ils ont leurs copains ou leurs copines, au lieu de prendre toute une dose mensuelle, ils divisent la dose en deux et donnent la demi-boîte à l'autre qui est tous les mois sous demi-boîte et celui qui est en face de nous prend une boîte. C'est ça qui amène des problèmes de résistance que nous sommes en train de constater, ça est là maintenant. Agboji Clément, directeur exécutif de l'ONG AIDSS. La voix du Zion. La journée mondiale des troubles bipolaires est célébrée ce 30 mars 2016 dans plusieurs pays du monde. Cette journée donne l'occasion aux spécialistes de parler de cette maladie et de sensibiliser les instances concernées par son traitement. Professeur Franck Bellivier, responsable du service psychiatrique et de médecine addictologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il s'agit de fluctuations d'amplitude pathologique associées à un handicap et surtout cette humeur se modifie durablement dans le temps. C'est pendant plusieurs semaines que les patients rentrent dans des phases de dépression majeure ou dans des phases d'excitation pathologique appelées épisodes maniaques. Mais ce qui est important de considérer, c'est le handicap qui est associé à ces modifications durables de l'humeur. Alors c'est une maladie grave, les épisodes eux-mêmes sont très impressionnants. Mais ce qui fait tout le handicap de la pathologie, c'est le caractère récurrent des choses. Puisque lors de ces modifications profondes de l'humeur, eh bien, le handicap qui va y être associé impacte le fonctionnement du sujet, évidemment. Ce qui fait le handicap, c'est aussi une pathologie du sujet jeune, qui survient dans un moment très critique du développement, académique, social, affectif, et c'est la répétition de ces épisodes dans cette période très critique, entre 16 et 25 ans, qui va avoir des conséquences délétères sur le développement du sujet. Caractérisés par des variations excessives de l'humeur qui peuvent mener à des tentatives de suicide, les troubles bipolaires sont uniquement diagnostiqués lorsqu'ils surviennent. Le maniement des psychotropes, c'est compliqué, c'est une affaire de spécialistes, c'est entendu. Mais la pathologie est compliquée. Et en particulier, rien ne ressemble plus à un épisode dépressif majeur d'un patient chez qui on posera un diagnostic de trouble bipolaire un jour, qu'un épisode dépressif majeur de quelqu'un qui ne fera jamais de phase maniaque et qui donc ne sera jamais bipolaire. Alors on a quand même des indices qui peuvent nous orienter, les antécédents familiaux, certaines tonalités de l'épisode lui-même peuvent nous orienter. Est-ce que ça doit nous prémunir de prescrire un antidépresseur quand on a en face de nous un patient mélancolique qui fait son premier épisode mélancolique? C'est en fait une question qui est compliquée. Mais évidemment, cette difficulté contribue à l'errance diagnostique. Probablement qu'on doit pouvoir améliorer ce retard diagnostique grâce à l'identification de structures un peu surspécialisées. Ça peut probablement aider, mais ça reste quand même une phénoménologie qui n'est pas toujours très spécifique. Les chercheurs ont pu établir que l'apparition de la maladie est favorisée par la présence d'un certain nombre de gènes. Une quinzaine ont été déjà identifiés. D'abord, on constate qu'il y a une agrégation familiale. Il y a des récurrences dans certaines familles avec des familles qui connaissent plusieurs personnes touchées par la pathologie ou des pathologies apparentées. La récurrence d'un phénomène dans des familles n'est pas le signe de l'intervention de facteurs de vulnérabilité génétique. Mais il se trouve que dans les troubles de l'humeur, en particulier les troubles bipolaires, eh bien, on a des arguments très solides pour penser qu'il existe une prédisposition génétique. J'insiste sur un point, ce n'est pas une maladie génétique, c'est pas on hérite d'un gène et donc c'est vraiment une question de prédisposition, probablement sous la dépendance de plusieurs facteurs génétiques qui interagissent entre eux et avec des facteurs d'environnement. Donc c'est vraiment la génétique du terrain, comme on a la génétique du terrain dans l'obésité
l'obésité, dans le diabète de type 2, dans les terrains allergiques, dans certains cancers, où on n'est pas égaux face au risque de développer telle ou telle maladie. Les troubles bipolaires, c'est la même chose. Il y a des constitutions qui sont plus vulnérables que d'autres, et après, il y a l'intervention d'autres facteurs qui vont intervenir. De son côté, la mise au point des traitements progresse. Même si les médicaments ne peuvent pas tout guérir, ils permettent de stabiliser de nombreux malades. Par contre, les antidépresseurs sont à manier avec précaution car ils risquent d'aggraver le mal. Pour un patient donné et pour une molécule donnée, on observe une très grande variabilité de l'efficacité et de la tolérance. Donc, à la fois le traitement est indispensable. Ça, on sait que le volet médicamenteux est indispensable pour atteindre cet objectif qui est la stabilisation de l'humeur. Et en même temps, il va falloir une collaboration très intensive, au début en particulier, pour trouver la bonne formulation qui à la fois assure cette stabilisation de l'humeur et à la fois sans que le prix à payer en termes d'effets secondaires soit trop important. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que on peut mettre un petit peu de temps à trouver le bon traitement, bien toléré, mais globalement on y arrive. Ça doit faire l'objet d'une collaboration assidue et souvent on a besoin de s'y reprendre à plusieurs fois et de persévérer beaucoup, mais c'est un objectif qui est atteignable. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, cette collaboration sur les bénéfices et les inconvénients, les bénéfices thérapeutiques et les effets secondaires, doit être partagée avec le patient, ce qui va aussi l'aider à s'astreindre, à prendre ce traitement régulièrement, puisque c'est la clé principale du succès. Le premier facteur de rechute dans le trouble bipolaire, c'est l'arrêt du traitement. Et parfois, l'arrêt du traitement, il est justifié par des effets secondaires, mais il est simplement aussi justifié par le fait qu'il n'y a rien de plus difficile que de s'astreindre quotidiennement à prendre un traitement. Professeur Franck Bellivier, responsable du service psychiatrique et de médecine addictologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. La voix du Zio. La suite du journal Edem Agbetoso. Souvent utilisés, la culture, la religion et la tradition sont trois termes qui portent confusion. Certains ont tendance à les confondre les unes aux autres. La culture, qu'est-ce que c'est exactement? Amélie Sylvain, animateur culturel à Radio Horizon. La culture est une manière de vie d'une catégorie de personnes qui vivent dans un milieu. C'est un ensemble de formes acquises de comportement dans une société. C'est un système de vie, d'éducation, de formation que démontre un groupe de gens pour s'identifier dans un milieu où il est étranger. Cela permet de le connaître mieux par sa manière de faire, par exemple, sa manière de danser, de s'habiller ou de parler. La culture nous permet de nous imposer, surtout quand la démonstration de notre identité culturelle est riche. Ce qui est important, c'est qu'il est difficile ou même impossible de se détacher de sa valeur culturelle. Par exemple, un Névé ou un Kabier ne peut pas se détacher de sa langue maternelle, car celui qui le fait se veut appartenir à une autre ethnie. La culture, c'est comme un arbre de beaucoup de branches. Et ces branches sont représentées par notre habillement, notre nourriture, chant et danse, mariage, langue, etc. Donc c'est tout ce qui comporte la culture. La culture a ses spécificités. Elles ne doivent pas être confondues à celles de la tradition. La tradition est une doctrine pratique, traduite de génération en génération, d'ethnie en ethnie, de maison en maison. C'est une pratique que nos parents ont héritée de nos grands-parents et que nos parents nous ont léguée. Une doctrine que nous continuons de pratiquer ou de respecter malgré les difficultés que nous éprouvons. Je pense que c'est des pratiques qui peuvent être améliorées ou bannies. Par exemple, c'est une tradition de nos grands-parents d'enterrer les ongles et cheveux d'un frère mort à l'étranger. Ce phénomène parviendrait du fait que, à leur époque, pour faute de moyens de déplacement ou de moyens de transport d'un mort de l'étranger au pays, ils avaient opté pour ce système. C'était une solution à leur époque. Mais si aujourd'hui, nous avons les franches possibilités de faire ce que nos grands-parents ne pouvaient pas faire, pourquoi ne pouvons-nous pas trouver des solutions aux pratiques traditionnelles qui ont des effets néfastes, négatifs sur nous? Nous avons beaucoup de moyens pour trouver des solutions adéquates. À quoi fait-on allusion lorsqu'on parle de religion? La religion,
c'est la croyance, la conviction religieuse d'un individu. C'est un système de croyances et de pratiques propres à un groupe social. Nous avons de différentes sortes de religions. Le christianisme, l'islamisme, le bouddhisme, le vaudouisme, etc. C'est une croyance qu'adopte chaque individu pour la survie spirituelle de sa personne à travers un système donné. C'est-à-dire, le monde a une manière adaptée d'être en relation avec son Dieu. Donc, la religion donne libre choix à chaque individu de faire sa partition. Ce que nous devons retenir est que la culture doit s'imposer. La tradition peut être modifiée ou améliorée. La religion ne s'impose pas, elle est de libre choix. Amédivlo Sylvain, animateur culturel à Radio Horizon. La voix du Zion. La retraite est l'époque où l'individu se retire de la vie active ou professionnelle pour se reposer. Au Togo, comme dans plusieurs autres pays, le gouvernement a mis en place une structure d'assurance maladie chargée d'accompagner les fonctionnaires retraités. Comment se fait cet accompagnement du côté de l'Institut national d'assurance maladie INAM? Baloukiem Kaninya, coordonnateur régional maritime de l'INAM. Lorsque le fonctionnaire assuré INAM va à la retraite, il continue d'être assuré. Il cotisait sur son salaire. Désormais, il va faire la cotisation sur sa pension. Donc la seule chose qu'on lui demande, c'est de déposer son dossier à la CRT ou à la CNS pour que sa pension puisse être liquidée. Donc une fois qu'il a déposé son dossier là-bas, il nous apporte un justificatif. Il apporte quelque chose qui prouve qu'il a déposé un dossier afin que sa pension puisse être liquidée. À partir de ce moment, lorsque la personne cesse de cotiser et que lorsque sa décision d'admission à la retraite est prise par la fonction publique, il cesse de cotiser, son salaire cesse donc d'être payé parce qu'il est admis à la retraite. Donc l'INAM cesse de recevoir les cotisations. Donc il n'apparaît plus dans nos fichiers cotisants. Donc, à partir de ce moment, nous, par mesure de prudence, nous le désactivons provisoirement. Donc lorsqu'il apporte un dossier, le reçu qu'on lui délivre lorsqu'il va déposer son dossier, là nous savons que ce monsieur ne cotise plus parce qu'il est admis à la retraite et nous le réactivons. Il continue de jouir des prestations. Donc c'est comme ça se passe. Donc le passage de son statut de fonctionnaire en activité à son statut de retraité, la seule chose qui se passe c'est qu'il est désactivé pendant quelques jours, le temps pour nous de savoir ce qui s'est passé et il ne cotise plus. Donc dès qu'il justifie qu'il ne cotise pas parce qu'il est parti à la retraite, nous le réactivons et tout se passe bien. Selon M. Kaninya, les retraités ont les mêmes droits que les assurés qui sont toujours en fonction. Du moment où ils cotisent, ils ont droit aux mêmes prestations. Moi, je dirais même qu'ils bénéficient plus parce que du moment où ils vont à la retraite, leur pension n'atteint plus le salaire qu'ils percevaient. Ils cotisent sur la base de cette pension, quel que soit son montant, et ils ont droit aux mêmes prestations. Et lorsque vous observez, généralement, c'est au sein de cette couche-là qu'on retrouve des assurés qui ont des pathologies chroniques, c'est-à-dire qui ont des maladies qui sont telles qu'ils doivent suivre le traitement tout le restant de leur vie. Et donc, qui parlent de pathologies chroniques, parlent naturellement de coûts élevés de prestations. Et donc, ces gens, ils bénéficient des mêmes prestations, indifféremment du fait qu'ils soient en activité ou à la retraite. Baloukiem Kaninya, coordonnateur régional maritime de l'INAM. La voix du Zion. La première session ordinaire de la commune de Tchéviers gestion 2016 a été ouverte depuis ce matin à la mairie de Tchéviers. Cette session va regrouper les conseils municipaux afin de réfléchir sur les différents projets de développement en cours d'exécution, le budget 2015 et d'élaborer des stratégies pour trouver des solutions pour la bonne marche de ces réalisations des projets. La population est également invitée à participer aux travaux. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou et Elim Agbetossou. Réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres.
La première session ordinaire du conseil municipal de Tiévi a été ouverte aujourd'hui. Ce 30 mars, la communauté internationale célèbre la journée des troubles bipolaires. Et puis, le gouvernement togolais assure la retraite des travailleurs à travers l'Institut national d'assurance maladie. Nous vous quittons avec cette citation. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire et il faut enfin l'énergie de le faire. Georges Clemenceau.